On va entamer une nouvelle table ronde avec au cœur de plusieurs choses qui animent le territoire atlantique, puisque c'est à la fois les champs EMR, mais aussi c'est les ports qui participent à cette réalité industrielle d'aujourd'hui, logistique, et qui participeront aussi à des choses à l'avenir, puisque entre les appels d'offres et les ambitions, et puis on va le voir notamment des ports qui sont capables de se projeter assez loin, puisque ça reste une ambition pour rappeler notre besoin collectif d'électricité verte. On parle beaucoup des nouveaux carburants, notamment à base d'hydrogène, et il faudra de l'électricité. Mais toute cette production, toute cette nécessité industrielle au niveau des champs éoliens doivent se reposer sur des ports qui mettent de l'infrastructure en place, des sociétés de manutention, parce qu'on l'a vu, on a beaucoup de logistique et d'activités autour de la je cherche mes mots parce que c'est le matin, de rapatriement des différents éléments, puis après de la pause, et puis évidemment la question maritime. Alors, on ne va pas forcément parler de CTV parce que on est plutôt dans la logistique, mais on va parler plutôt du transport des pièces. Juste pour rappeler un peu le cadre, parce que c'est un peu le rôle aussi, on faudra bien pas oublier qu'on a des timings un peu différents. On voit bien le temps de la pause, qui est notamment saisonnier, qui est un timing assez bref, la production industrielle qui est des fois sur un timing long, et puis le portuaire qui demande une phase intermédiaire. Et c'est ça qui est intéressant dans les EMR. D'abord, la diversité des acteurs et des actions économiques de chacun, mais aussi ce timing différent, ce qui peut amener justement à des prises de position un peu différentes. Alors, on va commencer par Nantes Saint-Nazaire avec Philippe Léon. Vous êtes chef de projet EOL, et la question évidemment... Alors, Nantes Saint-Nazaire, qui est à la fois la première usine, le premier champ EMR, le premier port qui s'est mis, même si à se mettre une infrastructure dédiée. Donc, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est développé ce business EMR qui nous est arrivé, je dis nous, puisque étant à Saint-Nazaire, l'Isémar, on voit bien, on voit même actuellement l'accumulation des pièces du nouveau champ depuis nos bureaux. Donc, c'est quoi l'histoire un peu des EMR dans cette phase portuaire et logistique à Saint-Nazaire? Merci Paul Touré, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Première éolienne flottante aussi à Saint-Nazaire, oui, testée au Croisic. Et première éolienne nearshore avec l'Iliade 150. Donc beaucoup de premières. C'est vrai que la filière des EMR, elle a commencé en partie à Nantes-Saint-Nazaire. Et l'approche portuaire a été un sujet assez structurant et ça a débuté dans les années 2010-2011 lorsque EDF-EN est venu nous rencontrer pour nous solliciter et voir comment nous pouvions travailler ensemble pour adapter nos infrastructures, pour préparer la construction du parc du banc de Guérande. Donc on a découvert cette filière-là, on a vu que on avait des atouts naturels parce qu'une très forte puissance industrielle, parce que des logisticiens performants, des levageurs sur ce territoire et une adaptation des infrastructures à prévoir. Donc c'est tout naturellement que nous avons orienté nos aménagements à partir de 2015 sur le site de Saint-Nazaire en y investissant dans un premier temps je dirais prudemment, parce que cette filière-là était naissante. On ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Donc on a investi sur une ancienne friche industrielle à côté des chantiers d'Atlantique. On a aménagé ce fameux hub logistique qui fait environ 15 hectares aujourd'hui. Renforcer des quais, adapter nos infrastructures, la forme Joubert, pour être en capacité d'accueillir justement ce premier challenge de parc éolien de Saint-Nazaire. Donc ça s'est fait très naturellement et je crois que notre client a été plutôt satisfait des aménagements réalisés. Nous, fort de cette expérience-là, on a reproduit, je dirais, l'exercice avec l'île-dieu Noirmoutier, qui a adopté un schéma logistique assez naturel et qui fonctionne aujourd'hui, puisque là, l'ensemble de la logistique et du stockage et du préassemblage est en train de s'engager pour enclencher la construction du parc de l'île-dieu Noirmoutier dans les prochaines semaines.
Il y a une petite nuance sur ce champ-là par rapport à la logistique, par rapport à l'apport des différents éléments, puisque c'est Siemens Gamesa, alors que la dernière fois c'était des rotors qui venaient directement de Montoire. Il y a un petit peu de différence, ça change des choses dans l'activité du port? Nous, on est un port, on s'adapte en fait à la demande du client. Et donc, en effet, même si sur certains sujets, la logistique et l'approche projet est relativement similaire entre le projet de parc de Saint-Nazaire et l'île Dieu-Noirmoutier, que ce soit pour l'usage de la forme Joubert, le même navire d'installation, le même site de stockage, en effet, la logistique s'adapte. Ils n'ont pas forcément les mêmes approches en termes de stockage, en termes de logistique, et donc en fait, fort de nos atouts, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous situez, mais le site de Saint-Nazaire, il est à proximité des bassins, donc on a un accès en Roro, on a accès Lolo, donc on peut adapter assez facilement. Et là, en effet, Siemens Gamesa a choisi de faire du Roro pour l'amener de ses nacelles, donc on a adapté les infrastructures, on a des voies lourdes, donc voilà. Ce qui n'était pas forcément le cas ou la demande exprimée par GE à l'époque. Alors, ce qui est intéressant dans les EMR, mais d'une manière dans les colis lourds, parce que c'est aussi un des sujets, on a longtemps pensé que les bassins ne servaient plus à rien, entre guillemets, dans les ports, puisqu'il fallait du tirant d'eau, on était plutôt dans l'estuaire ou dans les bords. En fait, on retrouve une vocation industrielle au bassin, en pouvant accumuler des pièces, évidemment, avec écluse, pas de problème de marée. C'est aussi un atout pour le port de Saint-Nazaire? C'est clairement un atout. Ouais. Ça, on l'a vu, et même si au moment de la réforme des ports, Saint-Nazaire était considéré comme accessoire, je peux vous dire que depuis, on a fait du chemin, parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de place, de capacité de stationnement, de positionnement des navires, parce qu'on manque de place. On est en train de regarder, en termes de logistique, comment faire évoluer les choses. On a investi aussi massivement dans de l'outillage, parce que les bassins ont besoin d'outillage. Donc on a investi dans 2 libères là, justement pour le parc de Saint-Nazaire. Et on va continuer à se mobiliser pour développer, professionnaliser notre approche bassin. Ouais. D'où aussi l'intérêt, vous venez de le citer, de ces grues mobiles, d'avoir aussi des moyens polyvalents, justement, et plus forcément, parce que vous savez bien qu'on a une grue à 500 tonnes qui est pratiquement... c'est 500, il me semble, ouais, mais qui est fixe par rapport à des moyens mobiles qui permettent de faire pas mal de choses. C'est un petit peu la difficulté. Aujourd'hui, chacun des industriels vient avec ses besoins. Donc, si on peut y répondre avec une infrastructure et un outillage qui est plutôt flexible, on met toutes les chances de notre côté pour faire le marché, quoi. Ouais. Alors pour le commentaire, c'est un port qui est très accessible pour tout le monde. On peut aller découvrir en voiture, à pied, à vélo ce port. Et je vous invite, si vous êtes à Saint-Nazaire, d'aller découvrir, puisqu'il y a la construction navale, on a les moteurs de manne, on est vraiment dans un écosystème industriel assez poussé. Mais à l'échelle de l'Atlantique, Mme Gourlet va nous présenter évidemment la vision de l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Comment vous pensez la complémentarité? On l'a vu sur le premier champ, sur le deuxième. Est-ce qu'on est sur une réponse monoportuaire où il faut justement, et vous l'avez dit, Skyborne nous le dira après, c'est d'abord les donneurs d'ordre industriels des champs qui commandent et non pas l'autorité portuaire qui propose? En effet, c'est les industriels qui décident de la logistique à mettre en place. Je pense que la complémentarité pour l'éolien posé, elle s'est faite de façon très naturelle. Les porteurs de projets, EDF ou Emin, ont vu dans le port de Saint-Nazaire, mais aussi dans le port de La Rochelle, des capacités logistiques, des capacités de stockage. Et tout naturellement, ils y ont pris parti. Et ça s'est fait de façon très naturelle. Et donc, en effet, pour anticiper la réponse là, sur l'éolien flottant, inévitablement, un port ne sera pas en capacité d'absorber la charge pour répondre aux besoins de projets d'éolien flottant qui se dessinent sur la façade atlantique. C'est impossible. Donc, inévitablement, les industriels vont se retourner vers les ports en capacité. Et donc, je pense que La Rochelle et Saint-Nazaire sont très bien placés pour apporter des éléments de réponse. Alors, on va parler d'Éole, qui est un grand et beau projet. Pouvez-nous le présenter? Alors, on n'a peut-être pas de visuel, mais Éole, c'est quoi? Est-ce que c'est un projet adapté, ambitieux, trop? C'est moi qui
vous n'allez pas me répondre sur trop, mais la question c'est, est-ce que c'est... si vous n'avez pas l'occasion, prenez vos téléphones, allez voir la taille des éoliennes flottantes dans les visions, les vues d'artistes, comme on dit, du port. On est quand même dans du XXL, il manque encore peut-être un X. Racontez-nous un peu, Éole, dans la version maritime, logistique, les espaces dédiés. Alors, pour l'éolien posé, le port de Nantes-Saint-Nazaire avait mis une pièce pour voir, hein, et donc fait un investissement. C'était de l'ordre de 15 millions d'euros en termes d'aménagement et 8 millions d'euros pour l'outillage, pour justement répondre à cette première étape. Là, sur l'éolien flottant, on change complètement de dimension. Les flotteurs, c'est quelque chose de nouveau. Tant bien que pour l'éolien posé, on avait un peu fait du copier-coller sur ce qui se passait en Europe du Nord, etc. C'était assez facile de voir comment les choses s'orientent. Là, sur l'éolien flottant, aucun port dans le monde n'a jusqu'à présent réalisé des aménagements pour être en capacité d'installer, d'intégrer à la chaîne de l'éolien flottant. Donc il y a plein de défis à relever. Et le port de Nantes-Saint-Nazaire, depuis 2 ans, étudie un projet pour justement relever ce défi de l'éolien flottant. Alors comme tu le disais, on est sur du XXL, hein, on peut mettre 3X parce que les flotteurs, à horizon 2030, 2040, 2050, ils feront 25 mégawatts chacun, enfin les turbines, et les flotteurs, c'est 100 mètres par 100 mètres. Et aujourd'hui, aucun port n'est en capacité d'accueillir ces engins de par leur tirant d'eau, de par leur taille, de par leur masse. Et donc, ça nécessite un projet à la hauteur, un projet portuaire à la hauteur de cette ambition. Et c'est ce qui se dessine avec le projet Éole. Le projet Éole, c'est quoi? C'est on bénéficie des investissements qu'on a déjà réalisés il y a quelques années pour l'éolien posé, et on le transforme, on le fait muter vraiment pour passer en 100% éolien flottant. Donc en fait, on vient créer un quai ouvert sur la mer pour justement accueillir ces flotteurs avec les tirants d'eau associés, et puis surtout, et ce qui est extrêmement stratégique, c'est des capacités, on appelle ça de wet storage, donc c'est des capacités pour accueillir et stationner les flotteurs. Donc il y a un quai EMR, hein, je dirais, aux caractéristiques EMR avec du 30 tonnes par mètre carré, voilà, pour accueillir une bigue, etc. Donc on n'est pas sur une infrastructure portuaire, on est sur une chaîne logistique portuaire. On passe vraiment dans une dimension industrielle. Et ça, je pense que c'est important à noter parce que d'intégrer des éoliennes à la chaîne, ça ne se fait pas comme ça, hein. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés, mais on est au stade du prototype, donc avec des conditions de mer, de météo, etc. favorables. Là, on doit être en capacité d'intégrer de façon industrielle sur la période de mars à septembre. Et du coup, le quai va être gagné sur la mer sur combien de longueur pour avoir quel tirant d'eau à peu près? Alors, le quai, il fait 780 mètres de long. Il est entre la forme Joubert et le bassin C, pour ceux qui sont de Saint-Nazaire. On vient pas poldériser la Loire, hein, bien au contraire, on vient simplement redessiner un quai sur un quai existant et l'allonger. Donc on est sur 30 tonnes par mètre carré et sur des tirants d'eau de 14 mètres. Pardon. Pour l'histoire, on est sur la continuité des aménagements qu'on avait fait pour les chantiers de l'Atlantique quand on a reconfiguré un petit peu l'espace entre le Brivet pour les purs nazériens et l'ancien mold des ferries pour Saint-Brévin. Les fameux stockages des éoliennes, c'est flottant ou c'est fixe que vous voulez construire sur l'avant-quai, on va dire? Sur le wet storage? Ouais. Alors, les études sont en cours. Aujourd'hui, je n'ai pas à vous affirmer si c'est une solution ou si c'est l'autre. On a une maîtrise d'œuvre qui nous accompagne maintenant depuis 6 mois et donc nous délivre notre avant-projet dans 2 mois. On leur a demandé de travailler 2 solutions, une solution fixe et une solution flottante. Et puis ensuite, comparer CAPEX, impact environnement, etc., pour prendre la meilleure option. Techniquement, ça veut dire qu'on accumule une demi-douzaine de flotteurs régulièrement sur zone qui arrivent maritimement d'où ça viendra. Et on pose le mât et le rotor à des distances. Encore une fois, les photos sont impressionnantes. Hein. Parce que quand on connaît la taille des bâtiments et des paquebots à Saint-Nazaire, on voit que c'est souvent le triple.
Ça paraît petit. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur le site internet du port de Nantes-Saint-Nazaire. On a réalisé des photomontages et des vidéos pour se projeter justement en comparaison avec les paquebots. Mais en effet, c'est des éoliennes qui montent à 300 mètres de haut. Donc c'est du XXL. Et c'était quoi votre question? C'était la taille justement. Et comment on allait poser ça là? Comment on pose la nacelle? Bien préciser une chose, c'est que Eol, on se spécifie sur l'intégration des éoliennes. D'accord? On ne construit pas les flotteurs, on ne les assemble pas. Nous, on récupère l'ensemble des composants, les flotteurs, les mâts, les nacelles, les pales, et sous la grue, on intègre, on commissionne, et ensuite, ça part au large pour l'installation finale. Donc voilà, ça c'est notre objectif premier du projet Eol. Et ma dernière question, le calendrier, aujourd'hui, on a achevé le débat public cet hiver. Quelle est la suite du calendrier? Concertation préalable sous l'égide de la CNDP qui s'est en effet déroulée à l'automne, qui s'est très bien passée. On poursuit sur la concertation continue cette année. Les études techniques se poursuivent. Le dossier d'autorisation environnementale est en cours de rédaction, l'objectif étant de le déposer d'ici la fin de l'année. Et ensuite, on enchaîne, on déroule. Permitting, premier coup de pioche en 2027, livraison en 2030. Le budget, aujourd'hui estimé? 235 millions d'euros. Ce qui est moitié moins cher que le projet de Marseille qui est à 500 millions. Moitié moins cher. Bon, très bien. Et puis, je pose toujours une dernière question. Il faut rappeler que c'est aussi un intérêt dans le bassin industriel de Saint-Nazaire, c'est-à-dire qu'on retrouve un quai sur la Loire, avant le pont, avec éventuellement des fonctions pour la construction navale. C'est aussi un objet industriel. Ça reste un projet d'infrastructure portuaire. Alors on le focalise et on le dimensionne et on le design vraiment pour l'éolien flottant, parce que c'est le besoin exprimé. Mais ça reste toutefois une infrastructure portuaire qui peut répondre à d'autres usages. On parle de la croisière, on parle du militaire, on parle du vélique. Et puis d'avoir un quai à Saint-Nazaire, à l'aval du pont, sans contrainte de tirant d'air et ouvert sur l'océan, ça sera un vrai atout pour le territoire. Merci bien. Madame Gourlet, comme directrice générale du port de La Rochelle, mais aussi de Aquitania Port Link, on vient de le dire, justement, on est souvent envieux, vu de Saint-Nazaire, des capacités de La Rochelle, justement, parce que vous n'avez pas de pont, donc vous avez des capacités nautiques tout à fait intéressantes. Justement, quelle est votre vision d'abord de la première partie de ce que vous avez fait sur les EMR jusqu'à présent, avant d'aborder, c'est quoi l'histoire des EMR à La Rochelle notamment? Bonjour à tous. Alors, plusieurs éléments. En fait, on est très... je ne vais pas redire un certain nombre d'éléments parce qu'en fait, on est très en phase. En fait, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. On se pose tous les mêmes questions. Les industriels avec lesquels on travaille sont les mêmes. Et donc, en fait, on y apporte des réponses qui sont similaires, mais qui sont adaptées au contexte géographique, historique qu'on a dans chacun de nos ports. L'histoire, effectivement, des EMR au port de La Rochelle, c'est d'abord venu par de l'éolien terrestre. Et en fait, petit à petit, on a augmenté les tailles. On s'est aperçu qu'on était aussi capable de répondre à des enjeux pour l'éolien en mer. Et en fait, il faut avoir en tête que c'est bien les industriels qui sont venus nous voir pour nous dire est-ce que vous êtes en capacité d'eux. Et en fait, la collaboration avec Nantes-Saint-Nazaire, elle s'est faite de façon naturelle. On n'a pas choisi de se dire toi tu fais ça et moi je fais ça. En fait, on répond à des clients et il faut qu'on soit prêt, il faut que les infrastructures soient prêtes, il faut que nos services soient prêts, mais François-Georges en parlera après. Et en fait, c'est ça qu'on fait. On répond à des demandes de clients. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec les énergies marines renouvelables, vu la taille des éoliennes qui augmente, de toute façon, il va y avoir besoin de toutes les capacités portuaires. Donc la question, elle est, comment est-ce qu'on arrive, tous, à répondre à l'enjeu? On a parlé de la taille des éoliennes, moi je voudrais parler du nombre d'éoliennes. Aujourd'hui, la planification de l'État pour la décarbonation de l'énergie française, au minimum, la façade atlantique, c'est 7 gigawatts. 7 gigawatts, ça parle à personne. 1 gigawatt, c'est de l'énergie pour 1,5 million de personnes par an. 7 gigawatts, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on va produire. 7 gigawatts, avec les fameuses éoliennes géantes, c'est 340 éoliennes à produire. Donc c'est 340 flotteurs de 100 mètres par 100 mètres, c'est 340 objets hauts de 300 mètres à gérer. Il va y avoir besoin de toutes les capacités portuaires pour faire ça. Justement, vous avez acquis une expérience avec
ce que vous avez déjà travaillé, c'est-à-dire les fondations. Déjà, on était dans du grand format. Comment vous envisagez les choses? Est-ce qu'on peut passer à cette taille-là, justement, sur le flottant? Ça demande quoi pour le port de La Rochelle en premier? Puis après, on verra la complémentarité de Bordeaux. Et c'est quoi un petit peu votre vision? Est-ce qu'il faut faire une version un petit peu comme Éole, ou alors il y a des choses à faire plutôt... Quelle est votre lecture un petit peu de cette prospective? En fait, le virage et l'adaptation du port, elle s'est faite, nous on l'a pris depuis déjà pas mal de temps. Le choix qui a été fait, c'est une poldérisation. Donc on est en fait en train de finir la poldérisation d'un terre-plein de 35 hectares, qu'on voit très bien si vous prenez le pont de l'île de Ré, hein, pour ceux qui connaissent. Ça fait des années qu'on voit la poldérisation qui est en cours. Je dirais que nous, l'avantage, c'est comme on est parti plus tôt, le débat public c'est fait, l'enquête publique c'est fait, les recours c'est fait. Donc nous, en fait, on peut vraiment démarrer les travaux maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on finit le terre-plein, on transforme les digues en quais et on est opérationnel. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, ça nous permet d'être dans les calendriers, notamment pour le champ d'Oléro 1. Mais ce qu'on constate, c'est que même en faisant ça, de toute façon, on ne sera pas en mesure de répondre tout seul aux besoins de la filière industrielle pour les années futures. Et donc, on a fait le choix de s'associer avec Bordeaux, sur le site du Verdon, avec Rochefort-Tenay-Charente et avec Bayonne, pour pouvoir offrir une réponse aux industriels, en disant, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est ça, sachant que, je rappelle toujours qu'à la fin des fins, c'est les industriels qui choisiront. Mais nous, on se doit d'être prêts, d'offrir nos capacités portuaires. On a des atouts, on est un port en eau profonde, on n'a effectivement pas de contraintes de hauteur, on n'a pas de pont, enfin, s'il y a un pont, mais ça passe pas par là, pour ceux qui ne comprendraient pas. Et donc, en fait, c'est ça le choix qu'on a fait. Après, on est effectivement sur des dimensionnements qui sont équivalents. Notre quai, il est plus court parce qu'on répartit entre Bordeaux et La Rochelle, mais les charges sont les mêmes. Enfin, voilà, les besoins sont les mêmes. Votre polder, il n'a pas de difficulté par rapport aux chars de lourdes? Il est vraiment adapté aux EMR on fait le dimensionnement et en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est ces travaux de renforcement pour être adaptés aux charges lourdes. Et donc, ça nous permet d'avoir des niveaux d'investissement qui sont moins conséquents. Mais comme on a des travaux à faire sur le Verdon, La Rochelle, et puis Rochefort-Tenay-Charente et Bayonne, en fait, on est sur un besoin de projet qui est du même ordre. On est autour de 200 millions d'euros de travaux à faire. Ça veut dire qu'en fait, c'est toute une façade, parce qu'il faut, il y a le polder de Brest, il y a des ambitions aussi à Lorient. Chacun doit faire finalement les infrastructures adaptées aux EMR et les acteurs qui répondront Oléron 1, Oléron 2, voire d'autres zones aussi. C'est tout un concept portuaire qui doit se mettre à la page des EMR. Oui, en fait, c'est vraiment comme ça qu'on a envisagé les choses. À La Rochelle, de toute façon, on n'était pas en capacité de répondre à la totalité du besoin, et puis ce n'était pas notre ambition. Et donc, on s'est dit qu'en fait, c'était plus intelligent de le faire en collaboration avec d'autres ports qui avaient d'autres capacités, d'autres atouts. Et on a bien les mêmes enjeux. La question, c'est où est-ce qu'on produit les flotteurs, comment on les fait bouger, où se passe l'intégration des éoliennes, comment on les stocke en mer. Hein. La question du stockage n'est pas neutre. Et donc, comment ça atterrit sur les champs. Voilà, sachant que Oléron 1, Oléron 2, c'est vraiment ceux qui sont en face de chez nous. J'ai une question un peu qui va être étrange, mais est-ce que l'ADEME et l'État est capable de conceptualiser, parce qu'on voit Éole, c'est du projet d'ingénieur porté par une autorité portuaire, vous faites la même chose. Est-ce que l'État et les acteurs de l'intérieur sont capables de comprendre ce qu'on fait et qu'il faut se projeter quand même sur du XXL, sur des vraies problématiques techniques et technologiques? Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre la planification vue à Paris et ce que vous faites, est-ce qu'il y a une coordination, entre guillemets? Alors, je vais essayer de répondre de façon simple et non polémique. Il y a des appels d'offres qui sont passés pour développer des champs, Oléron 1, Oléron 2 et la suite de l'histoire. Moi, je trouve personnellement que voilà, mais ça vient. On a eu du mal à se poser la question, donc on a très bien géré la question de c'est quoi les contraintes, où sont les champs, c'est quoi les contraintes environnementales, une fois que ces éoliennes seront réalisées, seront posées. L'histoire de comment on fait passer des pièces détachées et comment ça devient des éoliennes qui sont posées à 50 km des côtes, elle n'est pas écrite et elle n'est pas complètement construite. Quand on a voulu faire de la conquête spatiale, on a créé le CNES. Quand on a voulu réparer Notre-Dame, on a créé un établissement ad hoc. Là, ce n'est pas le choix qui a été fait. Ça introduit un certain nombre de contraintes.
il faut lever les contraintes au fur et à mesure. Ça, c'est pas simple. Nous, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un préfet de région qui s'est saisi du sujet et qui a dit « Ok, je vais vous aider et je vais vous aider à aligner les différentes phases de procédure entre les différents services de l'État. » On se met là-dessus. Mais on voit que c'est un sujet pas simple. Je vais prendre un cas concret. Quand vous faites transiter une éolienne de 300 mètres de haut, vous commencez à perturber les radars militaires dont on ne sait pas où ils sont. Vous commencez à perturber aussi le mouvement des avions, etc. Il faut bien qu'on arrive à discuter avec chacun des acteurs et à lever les difficultés, sinon on n'y arrivera pas. Donc on a une ambition de l'État qui est très forte, avec des calendriers qui sont assez serrés. Voilà, c'est en train de se structurer, ça vient. J'appelle de mes voeux une petite accélération sur ce sujet-là. En fait, ma question, puisque je parle à 2 GPM qui appartiennent à l'État, la question c'est est-ce qu'on voit bien des autorités portuaires qui sont très motivées, qui sont capables de mettre en ordre leur technique, leur technologie, on va jusqu'au débat public, etc. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de vraie coordination politique nationale, même, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on est capable de déterminer une politique de l'énergie, mais on laisse faire à nos ports, qui le font très bien, de sortir leur boîte à outils, leur planche à dessiner, pour essayer de répondre. Est-ce qu'on ne manque pas peut-être un peu de coordination nationale? Bah c'est ce que je disais. Enfin, moi, c'est ça que je demande. Là, l'intérêt, c'est on répond à un appel à projet de l'ADEME qui doit venir nous aider à cofinancer nos projets au travers de l'attribution des montants qui seront en jeu en disant je donne tant à Nantes-Saint-Nazaire, je donne tant au projet Aquitania Wind Energy, je donne tant à Marseille. Ça sera une forme de coordination, mais c'est pas la totalité de l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, il y a besoin aussi d'une coordination des procédures. Moi, précédemment, j'étais à la Société du Grand Paris. Quand on s'est lancé dans l'histoire de faire 200 km de métro, on avait une maîtrise d'ouvrage unique et qui rassemblait l'ensemble des contraintes et qui mitiguait l'ensemble des risques. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, la chaîne de valeur, elle est répartie, mais la chaîne de risque, elle est répartie aussi. Donc, il y a un moment, il faut qu'on arrive à faire ça de façon un peu coordonnée, quoi. Très bien, j'espère que le CIMER de Alunoc à Nice sera capable peut-être d'avancer, parce que c'est bien beau les schémas nationaux, mais on voit bien qu'il faut de la vraie politique publique d'accompagnement d'État sur vos projets, même si vous êtes capable effectivement de définir... Quelle est la place, pour en parler un petit peu, du Verdon? Quelle serait la vision qu'il y aurait sur le Verdon par rapport à vous un petit peu, éventuellement Tenay-Charente, et pour finir sur les Bayonne aussi? Alors en fait, je vais le faire dans l'autre sens. Oui, faites-le. Parce que la chaîne logistique qu'on envisage, c'est en fait la production à Bayonne. L'intérêt, c'est qu'il y a un laminoir, et donc on peut faire la production de tous les éléments métalliques à Bayonne. Les mâts, toutes les pièces constitutives des flotteurs, suivant le choix technique qui sera fait de flotteurs métalliques ou de flotteurs béton. Et ensuite, on remonte à Bordeaux pour construire les flotteurs sur le terminal du Verdon. Là aussi, l'intérêt, c'est que le terminal du Verdon, il existe, et donc on n'a que du renforcement à faire. Et donc, ça serait un lieu où il y a de la place, et ça permet de construire ces flotteurs qui sont conséquents. Et ensuite, on remonte à La Rochelle pour faire l'intégration et le commissioning et ensuite les envoyer sur les champs. Et Rochefort-Tenay-Charente nous sert à stocker les ancres et les chaînes pour faire les ancrages des flotteurs définitifs. C'est-à-dire qu'on est sur... C'est comme ça qu'on a envisagé la chaîne logistique. Mais comme je vous dis, c'est une proposition qu'on met sur la table en disant, nous, ce schéma logistique-là, des discussions qu'on a avec les développeurs qui étaient en lice sur la O7 notamment, et puis sur ceux qui sont sur la O9, ça répond à leurs besoins. Voilà. Donc c'est bien aussi un projet industriel que vous appelez, en tout cas pour Aquitania, c'est de dire aussi à l'État, en gros, il ne faut pas des flotteurs made in China. Il faut en fait, ce serait le pire des pires. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, nous, à s'organiser et à être assez rapide pour répondre aux besoins des développeurs, la pire histoire, c'est que tout ça, c'est quand même des objets flottants. Je ne sens pas hyper bien la traversée du golfe de Gascogne, du l'éolienne, en cours de commissioning jusque sur les champs. Mais la question des flotteurs, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si on ne se prépare pas, si on ne s'organise pas, si les capacités portuaires ne sont pas en place, si les industriels ne sont pas mobilisés, le vrai risque, c'est que tout ça, ça arrive par la mer. Enfin, on le sait bien, sur les champs de Saint-Nazaire et de Noirmoutier, les bateaux, ils venaient de Chine, et ils étaient chargés avec toutes les pièces, et il n'y avait pas de sujet, quoi. Donc le vrai risque, c'est ça. Donc organisons-nous, mobilisons-nous, parce que sinon, le business, il va nous passer sous le nez. Donc c'est le deuxième message qu'il y a à faire à l'État, c'est-à-dire d'avoir une vraie structure, une vraie politique industrielle sur les EMR, et pas simplement des appels d'offres Très bien. Avec une question chez nous, à Saint-Nazaire, quel est l'avenir de l'usine
de Montoire aussi, qui est dans les rotors. Merci, Madame Gourlet. Je vais me tourner vers Antoine Monteiller. Vous êtes responsable développement de Skyborn. Et ma première question, Skyborn, un nom, une histoire, une géographie, un peu la présentation industrielle de votre société, votre groupe. Bonjour à tous. Oui, donc Skyborn s'appelait anciennement WPD Offshore. On est un développeur, constructeur, exploitant de parcs éoliens en mer. On travaille en France depuis les années 2007 et on est à l'initiative de plusieurs projets français, notamment ceux de Fécamp et de Courseulles-sur-Mer. Donc Fécamp est aujourd'hui en exploitation et Courseulles-sur-Mer est en construction. Donc on construit et qu'on exploite en partenariat avec EDF. On a d'autres projets à l'étranger et en France, on a aussi la particularité d'avoir initié certains projets au large de l'île d'Oléron sur lesquels on travaille depuis une dizaine d'années à justement essayer de préparer le territoire à l'arrivée de cette filière. Donc on est très heureux aujourd'hui de voir que c'est un sujet qui mobilise beaucoup de monde. Et donc ce que je voulais, alors voilà, il y a une carte qui est préparée, c'était replacer un peu ce débat dans un contexte national. Vous voyez la carte de répartition des projets. Donc des projets posés, représentés en carré, flottant avec des ronds, et les couleurs, c'est les différents stades d'avancement. Ce qui est important de voir, c'est qu'on raisonne aujourd'hui un peu projet par projet. À l'avenir, il y a des appels d'offres qui sont multi-projets, donc on va raisonner vraiment filière avec des projets qui vont arriver en parallèle. Et je trouve que la temporalité de construction de ces projets, elle est importante à prendre en compte, parce qu'ils risquent d'arriver tous en même temps. Et il faut qu'on organise l'arrivée de ces projets-là. Et je suis très heureux d'entendre que, effectivement, après la planification maritime et spatiale qu'on a faite, on a besoin d'une planification industrielle pour pouvoir accueillir ces projets-là. On ne peut pas contraindre les porteurs de projets à des lieux de fabrication, des lieux de construction, mais par contre, on peut accompagner les territoires, les ports et les entreprises à être prêts au défi de cette filière-là. Et c'est ça le rôle de l'État aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'on a bien organisé les projets, la localisation des éoliennes, mais par contre, on doit beaucoup mieux accompagner tout le réseau et le tissu industriel autour pour mettre en œuvre ces projets-là. Est-ce que les champs français, je parle en géographe, est-ce que les champs français ont des spécificités différentes de la mer du Nord, de la Baltique, de mer d'Irlande? On voit en plus qu'Oléron a été un peu repoussé vers la mer, donc des profondeurs différentes. Est-ce que vous avez des contraintes comme opérateur particulières dans l'espace français? Non, pas particulièrement. Là, sur les projets qui sont déjà construits, c'est à peu près similaire à des projets qu'on trouve à l'étranger. La particularité d'un projet, celui qui est au large de Fécamp, qu'on a construit récemment, il y a quelques photos après que j'avais mis dans le diaporama, c'est des fondations gravitaires en béton. Donc c'est des moyens logistiques qui sont conséquents, qui sont différents des monopieux. Donc voilà, vous voyez, c'était sur le port du Havre, la construction de 70 fondations en béton qui sont donc construites à quai, transportées, puis mises à l'eau et ballastées pour pouvoir, comme son nom l'indique, ne tenir que par la gravité parce que les conditions de sol font qu'on ne pouvait pas battre ou forer de pieux. C'est un projet qui reste assez spécifique sur les autres projets français. Ça reste des fondations monopieux ou jaquettes, donc métalliques. La particularité qu'on va avoir ici au large d'Oléron, c'est un projet ce qu'on appelle en grande profondeur, c'est-à-dire qu'on n'a encore jamais construit de parc éolien en mer à ces profondeurs-là. Donc il y a un vrai défi logistique et technique pour le réaliser. Techniquement, c'est faisable. Par contre, il faut que financièrement, le projet puisse survivre. Et on a vu que ce n'était pas forcément le cas lorsque, sur les dernières procédures d'appel d'offres, on avait assez peu de candidats sur cette zone-là. La technologie pour Oléron 1, ça sera du gravitaire, alors ça, c'est propre à chaque industriel. Je pense que les conditions de sol permettront de mettre des fondations métalliques, soit pieux, soit jaquettes. Et pour Oléron 2, la technologie n'est pas encore connue, soit de l'éolien flottant, soit de l'éolien posé. On considère, nous, qu'à cette profondeur-là, l'éolien posé est beaucoup plus adapté. Justement, c'est ma dernière question, mais on la remonte. Le flottant, vous la voyez comment? C'est quelque chose qui vous intéresse, qui est faisable? On sait que les tailles sont différentes, mais aussi peut-être le nombre d'éoliennes, même si c'est dans l'appel d'offres qu'il est déterminé. Alors côté Skyborn, pour l'instant, on regarde de loin l'éolien flottant. On se concentre sur l'éolien posé, qui est une technologie qui est maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'on lui tourne le dos complètement. Le défi de l'éolien flottant par rapport à la logistique portuaire, il est vraiment extrêmement important. Sur l'éolien posé, on a un nombre de fondations assez réduit, donc béton métallique, mais des monopieux, des jaquettes ou des fondations gravitaires. Donc on maîtrise la fabrication et la logistique de ces fondations-là. Sur de l'éolien flottant, les dimensions sont
différentes, ça a été dit tout à l'heure, et les concepts aussi sont différents. Et selon les concepts, les techniques de mise à l'eau peuvent être différentes aussi, les techniques de stockage, d'ancrage, et c'est très difficile pour les ports de pouvoir proposer une offre un peu standardisée sur la filière de l'éolien flottant, alors même que face à eux, ils ont des concepts complètement différents. Et c'est pour ça que l'AMI, qui est en cours de l'ADEME sur l'adaptation des ports à l'éolien flottant, est d'une importance particulière. Son montant reste dérisoire par rapport aux enjeux de la filière de l'éolien flottant, mais il faut absolument accompagner toute la structure pour pouvoir accueillir cette filière-là. Alors, comme industriel de l'énergie, comment vous voyez le passage portuaire? Vos expériences premières, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? En plus, vous avez testé plusieurs espaces portuaires français, des fois dans des tout petits ports. Bon, vous n'avez pas en avalé du Graviterrois, mais c'est un autre sujet. Comment vous voyez cette question de la logistique et de ce temps portuaire, on va dire? Eh bien, je suis très content aussi d'entendre que la complémentarité portuaire est mise à l'honneur, parce que pendant longtemps, on a cru à une concurrence un peu entre les ports. Et nous, en construisant des parcs, on s'est bien rendu compte qu'un seul parc ne pouvait pas avoir la prétention d'assurer la logistique et la construction d'un seul projet, d'un seul parc. Et on est convaincu que la coopération entre les ports permettra de réaliser la construction de ces parcs-là. On a construit il y a longtemps un parc en Allemagne, un tout petit parc offshore de 21 éoliennes qui s'appelle Baltic 1, qui a mobilisé 6 ports pour la construction, pour 21 éoliennes. Parce qu'il y a les éoliennes, les fondations, la station électrique, les câbles, c'est vraiment une chaîne de valeur assez large, un éventail important. Donc voilà, la complémentarité portuaire. Et il y a aussi un autre point important qu'on observe à La Rochelle ici, c'est que l'offre n'est pas que portuaire, elle est beaucoup plus large que ça. Et c'est très important pour nous de pouvoir avoir des points de contact sur d'autres sujets. Je prends l'exemple ici de Capemar et le rôle de l'Université de La Rochelle que pourra avoir dans la construction de ces projets-là et l'opération aussi. Nous, c'est très confortable pour nous d'avoir une offre large et d'avoir des acteurs sur un même territoire qui se parlent et qui travaillent ensemble, et de ne pas regarder le projet que par la lorgnette de la construction ou de l'exploitation. Puis on peut faire une petite pas de côté sur les CTV, sur les bases de vie, tout ça. C'est important aussi pour vous d'avoir des fois des tout petits ports qui accueillent. Je rappelle, à la Turballe, la Loire-Atlantique a mis 35 millions pour refaire le port en particulier. On voit aussi à l'Herbaudière. C'est important aussi dans ces bases de vie pour les opérateurs. Oui, ça c'est. Alors, pendant la construction, effectivement, on a un aller-retour de techniciens assez important qui interviennent sur le parc. On a sur la construction d'un parc en Allemagne enregistré jusqu'à plusieurs centaines de bateaux par semaine qui faisaient des allers-retours sur le parc, et à peu près 1 millier de personnes qui rentraient sur le site, sur le chantier. Donc ces transferts-là, on les fait au plus proche. Donc la Turballe a été mobilisée sur Saint-Nazaire. On avait beaucoup travaillé avec le port de la Cotinière aussi pour pouvoir anticiper ces choses-là sur Oléron. Donc oui, on a besoin d'un port à proximité pour la construction. On en a besoin aussi pour la maintenance. Après, l'éloignement des parcs va aussi demander de repenser cette approche-là, parce que les allers-retours quotidiens risquent d'être plus compliqués sur des projets plus éloignés. Et à ce moment-là, c'est des bateaux qui restent en mer pour faire la maintenance et qui font des allers-retours plutôt de manière hebdomadaire vers des ports plus importants. Ma dernière question sur vous qui avez dans votre groupe une expérience européenne. Il y a des différences avec la France sur sa manière de faire les projets, son étatisme, Justement, est-ce que l'étatisme est un avantage ou un inconvénient comparé notamment au champ allemand? Vous voyez un petit peu ma question et justement sur ces projections AO7, AO11, AO14 qu'on aura. Alors, il faut souligner qu'on revient de loin et qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits déjà depuis ces 10 dernières années, avec l'État qui s'investit de plus en plus dans les projets. C'est bien, c'est important, mais il ne faut pas que ça pénalise non plus les projets. L'exemple de l'AO7, un cahier des charges et un appel d'offres engagé en 2022, un dépôt des offres en 2025, c'est pas acceptable de tenir un appel d'offres sur 2 ans et demi, 3 ans comme ça. Ça explique le nombre d'abandons qu'il y a eu. Le contexte économique, le marché de l'éolien offshore a complètement changé depuis 2022, et l'État n'a pas su adapter la procédure à ce nouveau contexte. Donc l'État s'investit de plus en plus, nous facilite la vie sur beaucoup de choses, mais les délais des appels d'offres n'est pas acceptable aujourd'hui. On espère que sur les prochaines procédures, ça ira plus vite. On ne jette pas la pierre à l'État. La DGEC a besoin aussi de monter en compétence sur le sujet et d'avoir des équipes un peu plus importantes pour pouvoir assumer tous ces projets-là.
Mais par contre, ce dont on se félicite, c'est ces appels d'offres multi-projets, donc comme la O9 et la O10 qui arrivent. C'est un dialogue entre les candidats et la DGEC aussi pour co-construire un cahier des charges et essayer d'avoir des projets qui répondent au contexte industriel. Et puis de la visibilité maintenant qu'on a. C'était une carte que j'avais mise aussi pour se projeter un peu sur l'avenir. On a aujourd'hui une très bonne vision de la répartition des projets dans le temps, dans l'espace surtout et dans le temps. Mais cette temporalité, elle doit être encore affinée pour que ces projets-là puissent bénéficier à toute la filière française et ne pas arriver dans un goulot d'étranglement à un moment donné pour être en concurrence sur la construction. Donc ce qu'on voit effectivement sur la carte de droite, c'est les projets après AO10. Donc important de souligner qu'il y a un très fort développement sur la façade atlantique, que ces futurs développements sur la façade atlantique qui seront essentiellement sur de l'éolien flottant. Et donc le sens de l'anticipation des ports de Nantes-Saint-Nazaire et de La Rochelle sur l'arrivée de cette filière-là prend tout son sens quand on voit que plus de 50% des nouveaux parcs seront en Atlantique et sur du flottant. Justement, avec cet éolien flottant très loin, est-ce qu'on est déjà venu vous voir pour vous parler d'hydrogène sur site? Est-ce que c'est des choses qui commencent, alors, ou de chez vous ou des acteurs? La question, c'est est-ce qu'il faut faire 100 km de câbles électriques pour ramener de la puissance? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à avoir une phase d'après qui serait de la production, en fait, de restockage d'électricité sous une forme d'hydrogène pour les filières éventuellement industrielles qui y aurait derrière? C'est de la futurologie, mais il faut bien commencer un jour. Oui, alors c'est quelque chose qu'on regarde d'assez loin. Aujourd'hui, le cahier des charges pour la mise en place de ces projets-là est quand même très précis, avec le besoin de livrer de l'électricité à RTE sur le réseau. Après, RTE se charge de faire ce qu'il veut de l'électricité, mais nous, en tout cas, ce qu'on nous demande, c'est de livrer de l'électricité en mer, et ensuite RTE se débrouille. Donc l'hydrogène, non, je ne pense pas que ce soit sur un avenir proche. Merci bien. On va se tourner vers François-Georges Kuhn. Vous êtes directeur maritime de Maritime Kuhn à La Rochelle. L'intérêt, c'est de mettre en avant la manutention, parce qu'on l'a dit, l'autorité portuaire, elle est là pour mettre à disposition des espaces pour les industriels, mais il y a toute cette phase, un stockage, repositionnement, en plus une expérience pour votre groupe qui va de Brest sur toute la façade. C'est quoi aujourd'hui l'activité logistique des EMR du groupe Kuhn sur toute la façade? Parlons de l'actuel, on parlera de demain. D'accord. Bonjour à tous. J'ai préparé quelques documents justement pour nous présenter rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand nombre de propos ont déjà été évoqués. Nous, on est prêts depuis déjà pas mal d'années. On est intervenu sur les différents champs éoliens qui ont été cités. Nous, notre métier, on le fait depuis presque 80 ans maintenant dans tous les métiers du portuaire. C'est ce que j'explique plus tard sur un autre slide. On est implanté de Dunkerque jusqu'à Sète, donc on commence par Brest. Voilà. On est un petit peu plus de 800 collaborateurs. Oui, parce qu'il faut rappeler l'achat de Bolloré Logistique qui a permis d'étendre le réseau. Voilà, exactement. Donc, pour continuer la présentation, un petit peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, je dirais, commercialement parlant, une offre proche du client. Et puis, on essaye systématiquement de s'adapter. Les échanges avec Antoine, on les a eus il y a peut-être une douzaine d'années déjà. Donc, on a commencé par l'éolien terrestre, puis offshore, et nous sommes intervenus à Cherbourg, à Brest, à Saint-Nazaire et à La Rochelle sur l'ensemble des champs. Les métiers, c'était une de tes questions, Paul, on les a décrits dans le slide d'après. On intervient à tous les moments des opérations portuaires à partir du moment où le navire, d'où qu'il vienne, et celui qui est à l'écran venait de Chine, en effet, comme tu l'as dit Sandrine, on gère les opérations de stockage. On a mis en place le hub logistique que le port nous a mis à disposition à La Rochelle. De la même façon, on l'avait géré à Saint-Nazaire. De la même façon, on l'avait géré à Brest. Donc,
ça a été rappelé, c'est un travail qui s'anticipe. Le temps, je crois que ça fait partie de tes éléments. C'est important, et là, on est dans le temps long. Donc, c'est très important, en effet, d'avoir cette anticipation et cette préparation pour aider, accompagner, à co-construire la logistique qui sera nécessaire demain pour déplacer ces pièces-là. Ce qu'on voit là aujourd'hui à l'écran, les fondations, c'était déjà une soixantaine de mètres de long, c'était déjà 1000 tonnes. Demain, vous avez évoqué des dimensions qu'on pourrait quand même retraduire différemment. Hein. La fondation, ça sera un terrain de foot qu'il faudra qu'on déplace et qu'on mette à l'eau. La hauteur des éoliennes, ça sera une tour Eiffel. Donc, en effet, on est dans la préparation d'une logistique XXXL et on a un petit peu de temps long, donc profitons-en pour préparer tout ça. Mais une ETI comme la vôtre, maintenant de Dunkerque, sur toute la façade très large, comment vous y arrivez? Parce que vous êtes au départ une PME, vous grossissez, c'est Bolloré Port, hein, pas Bolloré Logistique, avec un intérêt, c'est d'être présent partout, de pouvoir répondre à tout. Comment vous avez réussi à grossir et vous adapter à un marché où en face, vous parlez quand même à des grands énergéticiens? Alors, en effet, une dimension régionale qui est devenue nationale avec ce rachat-là qui s'est concrétisé en 2019. Déjà, c'est de l'anticipation. Hein. Comme je l'ai dit, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces métiers-là. C'est de la réactivité. Aujourd'hui, nous sommes un groupe familial. Co-dirigé, j'en suis l'un des actionnaires. J'ai 2 associés qui sont mes frères. Et c'est vrai que les décisions, elles sont très rapides. Après, c'est être à l'écoute du marché, à l'écoute des industriels, travailler main dans la main, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Lorsqu'on rencontre un industriel, on le rencontre systématiquement avec l'autorité portuaire, parce qu'en effet, il faut écouter et comprendre la logistique qui sera nécessaire et demandée demain, essayer d'obtenir la meilleure infrastructure pour que nous, derrière, puisque c'est comme ça que ça a été rédigé depuis 2008, on puisse en tant que privé exploiter et offrir le meilleur service à l'industriel qui choisira sa logistique. J'ai envie de dire qu'il choisira ou qu'il nous l'imposera aussi quelque part. Vos investissements, c'est des hommes, des techniciens, c'est des moyens de levage. Qu'est-ce que ça demande pour une entreprise portuaire comme la vôtre? Alors, nous, on investit entre 10 et 12 millions d'euros par an sur nos infras. Alors, la réforme portuaire, elle laisse le port investir dans le lourd, mais nous, on investit énormément donc, dans les femmes et dans les hommes avec lesquels on travaille. On est des personnes et on reste des personnes de terrain, donc beaucoup de formation. On anticipe et on a participé à la mise en place de la filière, au projet CAPEMAR avec l'Université de La Rochelle, avec le lycée maritime. On a créé, comme tu le sais, l'un des clusters pour faciliter la mise en place de cette filière qui, il ne faut pas l'oublier, est très jeune et nouvelle. Et quand on se projette à chaque fois sur le flottant, qui est nouvelle. Donc on ne sait pas très bien à quoi s'attendre demain. Est-ce qu'il y a besoin justement, le mot cluster a été dit, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la Normandie, au niveau des Hauts-de-France, au niveau de l'estuaire de la Loire, ici en Nouvelle-Aquitaine, c'est le rôle de l'entreprise avec l'autorité portuaire de tirer tout un écosystème autour des EMR? C'est important d'avoir pas forcément de leadership, mais au moins d'animer, puisqu'on a vu encore une fois, les projets sont devant nous plus que derrière nous. Oui, alors on a tous notre rôle à jouer. Je crois que dans l'échange qu'on a aujourd'hui, ça le démontre bien. Hein. L'État, l'autorité portuaire, les industriels, les logisticiens, qui soient à terre ou en mer, on a tous un rôle à jouer sur nos territoires. Sandrine le rappelait, l'option qui a été prise en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, c'est une réponse commune. Le cluster,
il concerne la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y a un travail qui est fait en intercluster, donc au niveau national, mais aussi au niveau européen, puisque on craint en effet de voir venir, si on n'est pas prêt, les marchandises de l'étranger. Les clusters, l'intercluster ont travaillé pour introduire des notions de local content dans les appels d'offres. C'est important. Le plus important, voilà, c'est d'être ensemble, de co-construire, de proposer un maximum d'outils, alors d'outils qui sont humains, compétences, infra, pour que la logistique qui soit mise en place profite le mieux et aux industriels et au territoire local. Ma question double, on dépasse Oléron 1, Oléron 2, vu du groupe, vu de l'activité de manutention, comment vous voyez un peu les choses? On l'a dit, un Oléron 1 un peu plus loin avec des contraintes un peu nouvelles, et puis le flottant derrière, quelle est la vision que vous avez aujourd'hui, vous? Alors, on a préparé également 2 slides là-dessus pour qu'on puisse se transposer. Alors, je reviens sur cette notion de temps long. C'est vrai que hier, nous, quand on a commencé, ou quand notre grand-père a commencé, on déchargeait en vrac du vin. Et demain, on va nous demander d'accompagner les industriels dans la mise à l'eau d'un terrain de football. Donc, à nous d'utiliser ce temps. Aujourd'hui, Sandrine l'a rappelé, ce sont des gros chantiers, c'est des grosses infrastructures. Tout comme on s'est préparé sur les premiers champs et sur lesquels on a performé, il faut être à l'écoute des uns et des autres. Il faut former les gens, alors les former en interne, mais aussi chez les industriels pour proposer toutes ces solutions. On est dans le temps long parce que les réponses qui devront se mettre en place en face de chez nous, c'est 2030, 32, 34. On n'a pas encore l'agenda précis puisqu'il y a quand même une actualité qui veut que ça évolue. C'est être à l'écoute, c'est travailler ensemble pour pouvoir répondre demain, et on le voit sur le slide suivant, à tous les champs. J'ai fait exprès de mettre une carte chargée à tous les champs auxquels il faudra répondre demain. On l'a souligné, les infras doivent se préparer, les industriels, les ports, les logisticiens, pour faire en sorte qu'un maximum de prestations puissent être réalisées au sein de nos entreprises et sur nos territoires. Je vais faire un peu de philosophie, mais il ne faut pas oublier qu'on a une génération d'acteurs portuaires, autorités portuaires, entreprises, qui sont en train de préparer des choses qu'ils ne verront pas dans leur vie professionnelle. On est en train de concevoir quand même un après-demain des EMR qui... Non, mais c'est pas très grave. Ça veut dire qu'on est au niveau de ce qu'on faisait... Alors, parce qu'on est dans l'énergie, de ce que faisait dans les années 60, quand on faisait les ZIP, on est obligé d'aller devant. La même question pour finir sur la vision d'État. On sait que l'autorité portuaire, vous êtes proche. Est-ce que vous attendez aussi peut-être une politique d'État? Encore une fois, ce n'est pas pour allumer la stratégie nationale portuaire, mais est-ce qu'on n'a pas au besoin au niveau, je veux dire, entreprise de manutention, communauté portuaire, d'un peu plus de pilotage? Ou alors, le mieux, c'est de faire vivre chaque place portuaire, parce que Brest n'est pas Lorient, Brest n'est pas La Rochelle, qui n'est pas Fécamp. Comment vous voyez un peu ça, vous qui êtes un groupe national? Alors, nous, on communique beaucoup entre nous. C'est une des forces de notre groupe, puisque mes 2 associés sont mes frères. On est à l'écoute du marché. On est proche parce qu'on a besoin de travailler avec l'autorité portuaire notamment. On est des privés, on a chacun notre part du job à faire. Nous, on est réactifs. Alors, on ne s'arrête pas qu'à l'éolien posé, ni qu'à l'éolien flottant. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres projets. Donc, on a su s'adapter à chaque fois à la demande, qu'elle soit française ou qu'elle soit à l'international, puisque y a quand même des pièces et des machines qui ont été construites dans une usine à Saint-Nazaire, qui ont été envoyées à l'étranger. Donc
réactif, à l'écoute, participer à ce genre de salon où on échange beaucoup. On a toujours été très proche de l'ensemble de la filière pour s'y préparer au mieux. Il reste toujours une inconnue, il y aura toujours des inconnus, mais s'y préparer au mieux et profiter pour une fois de ce temps long. Vous l'avez mis, les hydroliennes, même si on a vu dans la presse il y a quelques jours une demande un peu du secteur, ça reste aussi des choses intéressantes avec des phases portuaires qui sont forcément adaptées. Donc il faut aussi que l'État soit sur toutes les technologies pour répondre à ce défi énergétique. L'exploitation des terminaux aujourd'hui, elle nous est confiée. Il ne faut pas l'oublier. Donc, à nous de nous adapter et d'être à l'écoute du marché et de permettre à toutes ces filières-là, après, nous, on a notre limite d'intervention, mais à nous de permettre aux industriels et ou à l'État de mettre en place toutes ces stratégies et à nous d'y répondre pour hier décharger un bateau en Lolo, demain le décharger en Roro, avoir des nouvelles expériences, expertises. Voilà, on anticipe et on essaye d'anticiper au maximum. Merci bien, vous venez de dire décharger en Roro. Donc, Monsieur Jean-Luc Adoret, vous êtes directeur général de LDC Plane, dont on a compris que dans le mot que ce n'était pas au départ des EMR, mais on sait que le groupe LDA est très présent. Juste un petit peu un rappel de comment le groupe s'est engagé dans cette filière EMR, d'abord sur un certain nombre de besoins de services, et puis on va parler après de votre venue ici. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors moi, je vous ai amené en mer un petit peu. Voilà. On n'a pas les infrastructures portuaires, mais voilà, je vais vous dire un petit peu ce que fait LDA aujourd'hui dans les EMR. On est dans les EMR depuis quelques années déjà avec des navires de maintenance, des SOV. Hein, on a signé il y a quelques années un contrat avec Ørsted, donc qui nous a permis de développer des concepts de navires assez innovants avec des propulsions hybridation qui permettent d'apporter des réductions d'empreinte carbone et d'avoir des capacités d'opérabilité qui sont très intéressantes pour des clients comme Ørsted. On a signé récemment avec les Suédois, hein, Ventafol. Donc on a signé pour 2 navires plus 1, donc des SOV, où là aussi on a continué à avancer dans des nouvelles technologies. Voilà, ce sont des clients qui sont à valeur ajoutée, donc et qui nous aident à avancer dans les avancées technologiques. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie navire de maintenance. On a les CTV, on parlait de la Turballe. Donc on a aujourd'hui 5 CTV qui sont en opération. On en a 2 autres qui vont arriver en livraison dans quelques mois. Donc on a une dynamique chez LDA et on a aussi LD Travaux Océan. Hein, donc on a terminé récemment le câblage interéolien sur les sites anglais. Là, on va démarrer la 2e phase hein, sur les sites Yeux, Noirmoutier. Donc voilà, donc on a, je dirais, 3 pôles qui sont assez intéressants, assez importants hein, dans les EMR. Voilà, ça fait partie je dirais, des développements et de la stratégie du groupe de se développer et d'investir dans ce domaine. Donc là, c'est les activités de service qui ont été développées par rapport aux EMR. Maintenant, il y a les activités de transport. Il y a depuis à peu près une vingtaine d'années, il y a la réponse à Airbus sur les moyens. Vous allez recevoir 3 nouveaux navires à nouveau. Justement, comment on passe de transport aéronautique, roulier, avec des ambitions sur les EMR voilà, complétez ma question. C'est un processus interne ou c'est une demande, c'est une invention LDA? Alors, en fait, il y a à la base une demande du client, Airbus. Hein, donc Airbus est un client historique avec qui on a développé des solutions de transport hors gabarit, des marchandises à haute valeur ajoutée. Donc ça veut dire des process drastiques, je dirais des façons d'opérer les navires qui répondent aux exigences de clients tels qu'Airbus. Voilà, on a aujourd'hui 3 navires qui sont en construction, des navires nouvelle génération avec des systèmes de propulsion vélique. Encore une fois, ça répondait à des besoins de réduction d'empreinte carbone. Donc l'idée, c'est effectivement pour nous de développer davantage ces solutions-là, parce qu'on est convaincu qu'il y a d'autres clients qui vont être intéressés par ce type de solutions.
réductions d'empreinte carbone qui vont de l'ordre de 50%, donc c'est pas neutre. On a un savoir-faire dans le hors-gabarit que l'on veut mettre je veux dire, en valeur pour d'autres clients. Voilà. Donc c'est l'invention du roulier hors-gabarit, parce que d'habitude le hors-gabarit il est plutôt sur du conventionnel, ce qu'on voit notamment à Saint-Nazaire. L'histoire c'est d'apporter sur votre savoir-faire industriel de l'aéronautique, glisser sur les EMR, des volumes oui, mais des points un peu différents. Oui, effectivement. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes, mais bon, chez LDA, on a su développer un savoir-faire, une adaptabilité en fait sur les besoins des clients. Donc, on l'a prouvé avec Airbus et c'est ce qu'on essaie de démontrer dans les EMR également. Voilà, on a quelques concepts qui sont et on a eu quelques travaux avec des industriels dans les EMR qui nous permettent de développer un concept de navire qui serait adapté. Du coup, c'est quelles pièces que vous envisagez de transporter? C'est les longueurs? Vous avez nous faire un peu de pitch par rapport à ça? Oui, alors on est aujourd'hui on a travaillé sur des transports de nacelles, nouvelle génération. Voilà, on a pas mal d'études qui ont été faites sur les nouvelles pales d'éoliennes. Le concept, c'est du transport RoRo, parce qu'on comprend que nos clients sont plus intéressés par des solutions RoRo. Voilà, mais le RoRo, ça représente des contraintes. On parlait des installations portuaires, donc une infrastructure RoRo est assez compliquée pour des colis lourds. Ça veut dire que la solution maritime, la solution de navire doit pouvoir s'adapter aux solutions que vous développez. En particulier, on a eu quelques travaux, je pense, avec nos équipes là, ensemble là, sur le développement en éole. Hein, voilà. Donc, on est sur des grosses pièces. On n'est pas encore sur de travaux sur les éoliens flottants, hein, parce que là, effectivement, on parlait de dimensions quand même assez importantes, mais si on doit aborder l'aspect de filière et développement de filière, je pense que cette partie logistique est importante. Voilà. Entre décharger une nacelle qui fait 40 mètres de long et une pale qui en fait 120, par une porte arrière, il faut de la surface portuaire, il faut aussi un terrain portuaire adapté. On passera en écluse pour aller par exemple dans des bassins. Quelle est un peu l'attente que vous avez du point de vue du port? Alors, en fait, comme je le disais, l'objectif c'est de chercher à s'adapter aux solutions portuaires. Donc le déchargement, c'est pas avec des systèmes de rampe classiques comme on peut connaître sur les RoRo, mais ce sont des systèmes de déchargement avec le navire en bord à quai et avec une capacité d'adaptation du navire et des systèmes de ballastage très importants qui permettent de maintenir le navire à un niveau à quai et de décharger avec des SPMT. Voilà, donc c'est le calendrier Le calendrier va dépendre des calendriers de nos clients. Donc pour l'instant, on essaie toujours d'être en avance de phase et d'être capable d'apporter des solutions en fonction du besoin. Donc on suit ça de très près. On verra en fonction de la demande des clients. On est prêt en tout cas. Il faut passer par un chantier chinois et passer à la caisse chez Trump ou vous avez des réflexions? C'est un véritable sujet d'actualité. Bon, ça change à peu près tous les jours. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, la ligne de conduite, c'est on continue dans notre logique. Et puis on verra, on s'adaptera en fonction des réglementations qui seront mises en place. Mais bon, on peut difficilement se passer des chantiers chinois actuellement. Hein. Et un calendrier, c'est quoi? Sur la fin de la décennie Alors, plutôt donc les navires pour Airbus, ça va être mi-2026. Hein. Ensuite, on va continuer sur cette lancée pour développer une nouvelle ligne bas carbone. Hein, donc il y a pas mal d'idées à la fois sur la Méditerranée pour intensifier nos trafics et puis sur les États-Unis également. Donc voilà, il y a un plan d'action qui est mis en place actuellement. Et en parallèle, donc, on suit de près les évolutions dans les EMR parce qu'on est évidemment convaincu qu'on a cette capacité d'adaptation pour fournir des solutions adaptées. Hein. Il en faut un, il en faut deux, il en faut quatre. Il faut tout de suite sur un projet. C'est pas un navire. Il en faut. Ça fonctionne par paire. Hein, donc si ça peut vous guider un petit peu dans les objectifs, donc on est plutôt sur 4 navires actuellement en projet. Hein.
Et on met des voiles sur ce type de navire? On met des voiles. Donc aujourd'hui, on a décidé de partir sur une solution de rotor Flettner, solution éprouvée, existante, déjà testée sur d'autres navires. C'était important de montrer à un industriel on mettait en place des solutions qui sont déjà industrialisées. Maintenant, on est en veille active sur toutes les autres solutions qui se développent et il y en a beaucoup en France. Voilà. Et du point de vue portuaire, il y a des attentes particulières, on peut s'adapter. Enfin, j'ai déjà un peu posé la question, mais ça doit être un navire polyvalent. En fait, il ne faudrait pas, vous voyez que c'est pas la poule et l'œuf, mais il ne faudrait pas qu'on ait à chaque fois besoin d'un truc très spécifique. Le but, c'est quand même d'être polyvalent. Je pense que la contrainte portuaire est quand même importante, compte tenu des tailles, des dimensions des pièces. Donc, il faut qu'on soit capable de construire un outil qui s'adapte à ces infrastructures portuaires. Pour les EMR, bien sûr. Hein. Après, sur les trafics hors gabarit plus classiques que l'on connaît à Saint-Nazaire, donc il y a moins de problématiques techniques. Il faut être en bassin éclusé ou on peut être aussi amarré quel est puisque vous avez dit qu'on serait par un chargement latéral, quelle est la donnée technique par rapport au site portuaire? Il n'y a pas de particularité en réalité. On va s'adapter sur des systèmes d'amarrage classiques. La seule particularité du navire qu'on fournit, c'est cette capacité de ballastage qui nous permet d'être exactement à la hauteur du quai. Donc après vous avez vos contraintes de résistance de quai et autres. Donc on a des solutions qui s'adaptent à ça. Et pour finir, la longueur un peu la taille du navire en longueur qui est estimée? On est sur des bateaux de 170 mètres de long à peu près, assez large, hein, parce qu'il faut quand même une stabilité de forme importante. Compte tenu des poids des pièces. Mais bon, voilà, on n'est pas sur des dimensions extraordinaires. Hein. Voilà, ça devrait bien coller sur vos contraintes portuaires. Par contre, il y a bien la largeur qui peut poser des questions d'écluses si on veut aller en bassin. Oui, sur les écluses, oui. Mais je pense qu'à Saint-Nazaire, on serait éole de toute façon. Donc. Et puis on n'a pas de problème à La Rochelle. Madame Collet, je vous en prie. Non, j'allais dire une blague. Nous, on n'a pas d'écluse, mais bon, c'est pas grave. C'est pas juste. Non, ce que je voulais insister, quand on déroule la chaîne, quand on voit la complexité, le nombre de choses qu'on a à mettre en œuvre, sur des sujets d'infra, sur des sujets d'organisation, de formation, d'adaptation de la manutention, de construction de bateaux, en fait, on a un vrai sujet, c'est l'argent. Il faut être très clair là-dessus. Il y a un niveau d'ambition qui est hyper élevé. Nous, on fait tout ce qu'on peut. On va nous aider avec l'appel à projet de l'ADEME, dont je rappelle qu'il est doté de moins de 200 millions d'euros. Si vous faites la somme des projets qui sont en cours de Marseille, Port-la-Nouvelle, Aquitania Wind Energy, Nantes-Saint-Nazaire, Brest, etc., vous êtes à 1,2 milliard. On a 200 millions à se répartir. C'est bien, c'est un bon début. On va dire que c'est un bon apéritif. Il y a un vrai sujet, c'est l'affectation de la taxe éolienne. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le système, quand les éoliennes sont installées à moins de 12 000 des côtes, ça va aux pêcheurs, aux communes, à la SNSM, etc. Quand on est à plus de 12 000 nautiques des côtes, ce qui va être le cas des futurs champs d'éolien flottants, la grande partie de l'argent, une fois qu'on a fait les pêcheurs, la SNSM, etc., va à l'État. Là, il y a une ressource qui est une ressource conséquente. Hein. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, par parc, qui va directement dans le budget général de l'État. La question de est-ce qu'on prend des tuyaux pour détourner une partie de cet argent, peuvent venir alimenter les infrastructures portuaires, la création de la chaîne industrielle, la création qu'on a des formations à faire dans les universités, dans les écoles, dans les lycées maritimes. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet. Et en fait, ça fait aussi partie des sujets qu'on pense pas complètement, parce que c'est réparti entre plein d'acteurs. Et de la même façon qu'il y a des besoins de coordination, pour moi, ce besoin de coordination, il doit être associé à ce sujet et à cette question du financement. Encore une fois, le rappel à l'État. Monsieur Monteillet, vous vouliez ajouter ? Oui, juste pour compléter et pour rebondir sur ces deux sujets, le sujet de l'argent et de la taxe. Le premier, c'est vrai qu'on est, en tant que candidat aux appels d'offres, un peu dans une schizophrénie où, d'un côté, l'État nous demande de construire des projets les moins chers possibles, parce que 70% de la notation est sur le prix de l'électricité qu'on va proposer. Et d'un autre côté, il y a un territoire qui est très en demande, et ce qui est logique, et notre volonté aussi, nous, c'est de
construire les projets depuis les territoires. Donc là, il y a un équilibre à retrouver, je pense, qui est déséquilibré justement, entre cette attente de l'État et qui est saine d'avoir des projets compétitifs et l'incapacité qu'on a, si on veut tenir cette compétitivité-là, à construire les projets en se basant sur des infrastructures françaises et européennes. Donc là, il y a un travail qu'on a mené avec la DGEC pour pouvoir retrouver un équilibre financier. Sur le sujet de la taxe, effectivement, on a compris que l'État était en train de réfléchir à l'affectation de cette taxe en zone économique exclusive. On demande aussi à ce que la partie qui allait aux communes soit maintenant basculée à un échelon régional pour que la filière puisse être soutenue à la hauteur des ambitions qu'on attend d'elle. C'est vrai que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui pourraient être comme ça réinjectés directement dans le développement de la filière et le soutien de la filière de l'éolien en mer, et notamment l'adaptation des ports à l'accueil de cette filière-là. Je vous remercie bien, je vous remercie pour ce débat. On a les assises de l'économie de la mer dans 6 mois ici. Bon, il fera un autre temps peut-être, mais je pense que ça sera aussi l'occasion de répéter ces choses-là, parce qu'on a bien vu que c'est aussi à l'État d'avoir une cohérence dans sa politique d'infrastructure, sa politique énergétique et l'affectation des taxes. Je vous remercie bien, je vous souhaite une bonne fin de salon et pour votre participation.